Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Casa Foot, votre balado vidéo-diffusion qui parle et qui traite de la Bundesliga et du football allemand. En compagnie, bien entendu, de votre serviteur Mathieu Lemay, c'est avec plaisir que je retrouve en ce moment dans les Alpes, mais il semble tout droit sorti davantage du jogging que du ski alpin. David Lortolari, notre Kaiser. Allô, Frenda, comment ça va dans les montagnes? Allô Mathieu, salut à tous. Eh bien, les dernières chutes de neige. J'ai eu un demi-centimètre de neige cette nuit dans les Alpes, ici en Savoie. On n'est pas encore tout à fait sorti de la saison d'hiver, même si ça commence à se rapprocher et ça me fait penser au football aussi. On commence à se rapprocher d'échéances intéressantes. La Mannschaft, les demi-finales de Ligue des Nations, elle ne les avait jamais atteintes. Et puis le championnat, on commence à voir des choses qui s'installent vraiment, hein. On va parler de certains clubs forcément. Et le printemps, c'est... Et moi, j'ai un ancien prof quand j'étais à Sciences Po qui disait une année scolaire, ça se gère de la façon suivante. Donc, on va faire l'analogie avec une saison de football. On démarre à fond et on accélère. Voilà, c'est un peu ce qu'il faut faire quand on est Mayence, quand on est Fribourg, quand on est ces clubs qui ont de l'espoir, RB Leipzig, Bayern Munich, Bayern Leverkusen. Maintenant, il faut accélérer, même si on était à fond, et on a de l'espoir que le football allemand brille jusqu'à la fin de la saison. Oui, c'est quand même mieux que de dire dans une classe vous êtes plein d'espoir en début de session et ça dégage au mois de mars. Mais donc, déception. Ce qui est vrai aussi C'est parfois, hein. vrai. Parfois, dans un marathon, mieux vaut commencer lentement et finir à pleine puissance, disons. Quand la machine est bien rodée, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puisque tu parles de la Mannschaft, ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas parlé, alors on va commencer avec l'équipe nationale allemande, toujours dirigée bien sûr par Julian Nagelsmann. D'entrée de jeu, vu que je t'avais contacté avant les deux rencontres en Ligue des Nations, au départ, ma question c'était quelles étaient les intentions de Nagelsmann pendant cette pause internationale, après tous ces mois où on n'a pas eu l'occasion de se réunir. Évidemment, une des choses que tu m'aurais certainement dites, c'est se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Nations. Et là, tu as dit que c'est la première fois que ça arrive. Ça veut donc dire que la Mannschaft va dans la bonne direction. Toutefois, là, je vais spécifier ma question de départ. Maintenant qu'on est qualifié pour les demi-finales, est-ce que l'objectif, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses sur lesquelles la Mannschaft peut travailler aussi, au-delà des résultats, pour espérer, disons, progresser en vue justement du grand rendez-vous qui aura lieu ici chez nous en Amérique du Nord en 2026? Est-ce qu'il y a des éléments qu'on pourrait travailler? Juste à titre d'exemple, peut-être pour te lancer, il semble qu'on ait toujours une discussion à savoir qui va être l'attaquant de pointe en Allemagne. Parce que, bon, Kai Havertz s'est blessé et ne remplace pas Miroslav Klose qui veut, n'est-ce pas? Ah, ça c'est vrai que c'est peut-être le thème qui s'est quand même installé en force depuis 2014, en fait, puisque Klose était champion du monde avec la Mannschaft en 2014. Et derrière, on n'a plus eu un attaquant de pointe classique de ce calibre. Mais on peut en reparler, mais simplement sur le contexte général. Effectivement, cette Ligue des Nations, c'est vraiment pour Nagelsmann et son groupe le meilleur moyen d'engendrer une dynamique, le meilleur moyen de valider des choix sur le management, sur l'ambiance qu'on veut insuffler dans l'équipe, sur le groupe, sur des choix aussi peut-être individuels quand même. Il y en a quelques-uns qui sont faits. Et c'est vraiment un laboratoire qui me semble pas superflu du tout en direction de 2026. L'équipe nationale légitime ses choix, le sélectionneur est conforté, les joueurs gagnent forcément en confiance dans cette équipe nationale avec les résultats qui sont bons, voire très bons. Parfois, c'est un bout de match. On pense au match retour contre l'Italie, mais souvent, c'est quand même le bon résultat à l'arrivée. Bah, cette qualification contre un adversaire légendaire de l'histoire de la Mannschaft, c'est forcément un bon point. Et puis surtout, derrière, là, si on se projette au mois de juin qui arrive, c'est la meilleure occasion de se confronter à des grosses équipes européennes. C'est-à-dire que quand vous allez jouer, alors ça aurait pu être les Pays-Bas, c'est l'Espagne. Quand vous allez jouer l'Espagne, quand vous allez jouer peut-être l'équipe de France éventuellement, quand vous allez jouer peut-être le Portugal aussi, puisque c'est ce qui se prépare pour les matchs en Allemagne au mois de juin pour ce mini championnat de fin de tournoi, c'est idéal.
Vous allez pouvoir savoir un petit peu si vous êtes à la hauteur, si vous êtes peut-être pas finalement meilleur. Aujourd'hui, peut-être que l'Allemagne est meilleure que l'équipe de France. Peut-être que, en dépit du talent incroyable d'un Yamal ou de certaines individualités en Espagne, peut-être a-t-elle le niveau pour lutter avec l'Espagne. Peut-être, et on va le savoir dans quelques semaines, est-elle plus forte que le Portugal aujourd'hui. Donc ça, ce sont des confirmations qui s'installent petit à petit et qui permettront de dire 2026, c'était notre objectif et on va y aller avec la ferme intention de se hisser en finale. Aujourd'hui, c'est cette imbrication-là, cette construction-là, ce jeu de mécano-là qui fait que la légitimité s'installe petit à petit pour le sélectionneur, pour les joueurs, pour le groupe. Le public aussi adhère, ça c'est super. Donc ça s'imbrique, ça se met en place et on a l'impression, Mathieu, que les traumatismes, le mot est un peu fort parce qu'au-delà du sport, il y a des traumatismes bien plus graves, mais les traumatismes que cette équipe nationale avait engendrés dans son public depuis 2016, mais surtout 2018, Coupe du Monde complètement ratée, sont du passé et qu'on a réussi maintenant à repartir sur des bases saines, pas forcément avec les tout meilleurs joueurs à tous les postes, n'est-ce pas? On pense par exemple au poste de latéraux, peut-être l'avant-centre aussi dont on peut reparler par ailleurs. On a l'impression que malgré ça, le collectif emporte l'adhésion et c'est là où c'est une grande réussite sans doute, le groupe est plus fort que les individus, même s'il y a quand même de sacrés talents dans cette équipe par ailleurs. Mais voilà, moi je suis assez convaincu par les réussites, les choix et le contexte qu'a réussi à installer le sélectionneur depuis quelques mois. J'avoue que, sachant qu'historiquement, l'Allemagne a toujours eu des difficultés contre l'Italie, même si l'Italie n'est peut-être plus la nation footballistique qu'elle a déjà été. Et on a vu en Allemagne que ça a été plus serré qu'on l'a cru après la victoire un peu plus convaincante en Italie au match aller la semaine dernière. J'avoue que ce que l'Allemagne a quand même démontré, il y a quelque chose au plan collectif qui semble fonctionner et qui est dans la continuité de la performance de l'équipe lors de la dernière compétition, c'est-à-dire le championnat européen. Cela dit, l'Espagne qui a triomphé reste peut-être un adversaire qu'on va peut-être croiser en finale si l'Allemagne se qualifie pour les finales. De l'autre côté, le pays qui gagne la Ligue des Nations, généralement, ne gagne pas la Coupe du Monde, ne gagne pas la compétition suivante. Alors, est-ce que ça va porter bonheur ou malheur? Alors, on verra bien. C'est juste un impondérable. Je pense que le plus important, c'est que, peu importe le résultat, c'est que on continue sur le chemin qu'on a pris depuis que Nagelsmann est en poste et visiblement, les choses se replacent. Peut-être d'ailleurs, une dernière question rapide. Ça avait été difficile pour Nagelsmann avant qu'il accepte ce poste de sélectionneur et plusieurs pensaient que c'était probablement un emploi un peu en forme de piège pour lui. Mais là, finalement, il semble enfin répondre aux attentes. Plus encore considérant qu'il y a quand même des joueurs du Bayern de Munich avec qui ça a peut-être été difficile quand il a été en poste là-bas. Mais là, avec l'équipe nationale, ça semble fonctionner, puis les joueurs semblent suivre, disons, ses enseignements. Alors, est-ce que pour Nagelsmann, rapidement, est-ce qu'il a finalement réussi à enfin relever un défi qui démontre que ses capacités d'entraîneur n'avaient pas disparu du jour au lendemain après avoir montré des signes où, en club, disons que sa réputation ou son niveau était plus à la baisse? Oui, oui, alors on a senti dès le départ que c'était pas fin, ça n'était pas fin, ça n'était pas une tromperie de sa part, cette communication enthousiaste vis-à-vis du fait d'être appelé pour diriger l'équipe nationale. Il a tout de suite dit que c'était un grand honneur, qu'on refusait pas de servir le drapeau, entre guillemets, si je veux faire une petite analogie un peu militaire. Hein, mais alors, il y a une clé de compréhension peut-être de cette réussite d'Nagelsmann, c'est son adjoint, Sandro Wagner, avec lequel il communique beaucoup, on le voit sur le bord du terrain pendant les matchs. Il y a une vraie complicité entre ces deux-là, il y a une génération assez proche. Sandro Wagner a été un joueur de bon, voire de très bon niveau, même s'il n'a jamais été capable d'assumer de lourdes responsabilités comme attaquant dans l'équipe nationale, mais ça a été un bon attaquant du FC Bayern notamment. Et il a un caractère fort, pertinent, une capacité à passer avec les joueurs qui sont finalement que assez peu plus jeunes que lui. C'est vrai aussi pour Nagelsmann. Et on a la sensation, pour utiliser un anglicisme un peu faiblard, ça match.
ça match entre ce noyau de jeunes entraîneurs et les joueurs derrière qui adhèrent. Peut-être que aussi, quelques tauliers dans le groupe. Kimmich, évidemment, on pense à lui en premier. Peut-être Goretzka va se réinstaller dans cette fonction-là aussi, parce qu'il a été rappelé avec succès, avec bonheur, là contre l'Italie. Peut-être qu'il y a quelques joueurs aussi qui se disent, en arrivant à 29, 30, 31 ans, un entraîneur dynamique, un jeu dynamique, un grand tournoi qui se présente pour moi alors que j'ai passé la trentaine ou que j'y arrive et c'est le moment d'être à l'optimum, peut-être que ça tire aussi vers le haut les jeunes qui peuvent intégrer ce groupe. On pense à Johnny Burkhardt, l'attaquant de Mayence. On pense évidemment à Wirtz et Musiala qui doivent maintenant, même si Wirtz est blessé pour quelques jours et quelques petites semaines encore, qui doivent endosser le costume. Et ces jeunes-là sont peut-être quand même probablement inspirés par cette dynamique d'ensemble. Les anciens qui veulent réussir quelque chose, l'équipe d'entraîneurs dynamique, et puis le public qui adhère, j'insiste. Ça fait quand même une conjonction plutôt sympathique et plutôt intéressante. Mais tu as raison, peut-être que l'Espagne reste encore la référence. On va voir. En tout cas, l'équipe avance et ça, c'est quand même très positif. Et quand on pense que ce public était à reconquérir, puisque tu l'avais dit plusieurs fois dans nos podcasts précédents, que le public, au moment où on arrivait à l'Euro, n'avait aucune attente, étant donné les contre-performances de l'équipe allemande. Donc, pour ce qui est de l'Euro, ben, les attentes étaient basses, mais finalement, la performance de l'équipe de la Mannschaft lors de l'Euro a contribué à reconquérir ce public-là, et ce qui s'est passé après est venu un peu cimenter, comme quoi, ben, probablement qu'il ne manquait pas tant d'éléments que ça. Peut-être qu'il manquait de cohésion, une certaine harmonie et un message clair pour tout le monde, et où tout le monde se sent impliqué avec un wagon qui tire les autres. Voilà, alors c'est probablement la clé du succès, et on verra pour la suite qu'est-ce qu'il en sera. Et d'ailleurs, je trouve intéressant que sans Florian Wirtz, on ait quand même réussi à de grandes performances, comme quoi c'est vraiment collectivement la réponse. Imagine quand Florian Wirtz va revenir, l'Allemagne n'en sera que plus forte, je pense. Et ça sera intéressant à suivre. Alors, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler lors du prochain appel international, justement, pour cette Ligue des Nations. Ça s'en vient vite, mon cher David. Alors, attention, ce récit n'est pas terminé. Mais on va revenir en Bundesliga maintenant pour notre prochain sujet. Et j'aurais jamais cru que j'aurais à en parler parce qu'on était positif la dernière fois qu'il en a été question. Et il s'agit de Xavi Simons, joueur du RB Leipzig. La dernière fois qu'on s'était parlé, il avait signé son contrat, son transfert du Paris Saint-Germain vers le RB Leipzig s'était confirmé. Tout semblait aller comme il se devait. Mais là, déjà un mois plus tard, au moment où on se retrouve, bien voilà qu'on lit dans les médias que Xavi Simons serait sur le départ ou serait plutôt sur le point de quitter le RB Leipzig dès cet été. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer en un mois pour que les choses changent aussi radicalement et qu'un virage à 180 degrés ait pu s'opérer de la sorte? Est-ce qu'on ne serait pas dans un de ces exemples où un joueur prolonge et le signal en fait qui est à décoder derrière ça, c'est on le fait prolonger parce qu'on est conscient qu'il y a deux, trois très grosses écuries qui vont mettre la monnaie derrière pour s'octroyer, pour s'attacher ses services 6 mois plus tard ou l'été suivant. C'est une possibilité. Alors, je ne suis pas affirmatif du tout parce que je pense que quand le RB Leipzig prolonge Xavi Simons, c'est plutôt dans l'optique de s'installer un petit peu. Alors attention, s'installer avec le RB Leipzig, c'est de toute façon relatif puisque le club a quand même progressé à marche forcée depuis une dizaine d'années avec des passages d'une division à l'autre rapides. Et son modèle est un peu celui-là. Mais on avait bien compris, quand on a vu que Poulsen continuait, le Danois en attaque, que Willy Orban continuait, le Hongrois en défense, et Goulashi et quelques autres. Comment s'appelle-t-il, le milieu de terrain slovène aussi, dont le nom m'échappe. Ce quatuor-là, on a voulu installer une espèce de temporalité plus longue et une fidélité qui ne ressemble pas au départ au RB Leipzig. Donc on pouvait se dire, tiens, peut-être qu'on va étirer un peu le temps et qu'on va vouloir profiter du talent des uns et des autres plus longtemps qu'on ne l'a fait avec un Upamecano, avec un Christopher Nkunku, avec un Lookman et avec d'autres. Et puis là, alors est-ce que c'est le caractère difficile du jeune homme?
peut-être que ça joue. Je suis pas forcément, encore une fois, affirmatif sur l'idée qu'on ait prolongé le joueur pour le vendre ensuite avec plus de plus-value. C'est peut-être un peu décevant quand on est supporter, forcément, parce que c'est un porteur de performance, ce jeune homme. Un buteur, un passeur, un homme qui apporte de l'énergie, du jus, qui, quand il est à son meilleur, est quand même assez décisif, hein, mais c'est vrai même en équipe nationale désormais. Donc je ne sais pas le fin mot de l'histoire. Si cette hypothèse se vérifiait que le RB Leipzig a prolongé son joueur pour récupérer 20, 30, 40 ou 50 millions d'euros supplémentaires, ce serait du simple business et ce serait forcément un peu décevant pour les supporters qui sont certes pas les plus nombreux d'Allemagne, mais qui voient quand même jouer un club intéressant chaque semaine. Et le RB Leipzig est en course aujourd'hui encore, malgré tout, hein, Mathieu, malgré la blessure, malgré les soubresauts des uns et des autres, malgré les résultats en Danzig qui ont fragilisé Marco Rose, ce club est encore en course, malgré tout, pour se qualifier en Ligue des Champions pour la fin de saison. Ça commence à devenir un objectif pour beaucoup de monde et il va y avoir un embouteillage d'ici quelques semaines. Moi, j'ai toujours l'impression que les problèmes du RB Leipzig sont d'abord en défense. Je pense pas, je ne veux pas dire par là les défenseurs, mais peut-être la façon de jouer ou la structure où les défenseurs devraient défendre peut-être d'une certaine façon, parce que c'est une équipe qui accorde trop souvent des buts, et en particulier qui a tendance à perdre des matchs contre des équipes prenables. Je pense que elle est peut-être là. Et souvent, ce sont des différences minimes qui font la différence entre une équipe qui probablement aspire au titre et qu'une équipe qui est régulièrement dans le top 4, mais là, avec la forte compétition, notamment cette année, là, ça devient plus difficile. Tu as parlé d'un milieu de terrain, je me demande si c'est pas Kevin Campbell dont tu parlais, C'est à bien moins que ce lui, soit c'est bien lui. Je voyais bien son lui. visage, évidemment, mais le nom m'a échappé à l'instant. C'est Oui, bien oui, Kevin c'est Campbell. sûr. Ben, c'est sûr, parce que lui, c'est le vétéran, alors qu'on a deux Autrichiens aussi qu'on a tendance à voir comme... et je sais que tu suis quand même les Autrichiens, hein, par extension. Je fais référence à ton livre. Et là, je me suis dit, ça ne pouvait pas être eux, le Nicolas Sivald et Xaver Schlager. Enfin, bon, bref. On va souhaiter que les choses s'arrangent du côté du RB Leipzig. C'est clair qu'en vendant le joueur, on serait peut-être beaucoup d'argent, mais on perdrait probablement aussi un véritable percuteur en attaque. Moi, l'année dernière, il m'avait beaucoup emballé, ce joueur-là, qui n'a que 20 ans ou 21 ans à peine. Et ses qualités selon moi, sont indéniables. Et probablement qu'il faudrait peut-être, je pense, davantage. Peut-être il manque un défenseur, il manque peut-être un élément à regarder de ce côté-là pour que l'équipe soit capable de franchir un cap supplémentaire. Enfin, Oui, c'est à absolument. suivre. Le groupe était quand même assez ténu, hein. Il est assez réduit. Il n'y a pas beaucoup de filets de protection. Il n'y a pas beaucoup de marge. Il n'y a pas beaucoup de doublures. Le RB Leipzig a joué un peu serré cette saison. Ça va peut-être lui coûter cher à l'arrivée. Peut-être, mais là, ils sont cette fois écartés de pas mal toutes les compétitions. Il ne leur reste que la Bundesliga. Est-ce que ça va les aider par rapport à des équipes qui, justement, vont voir leur profondeur être mise à l'épreuve, étant donné qu'il y a d'autres compétitions dans lesquelles elles sont engagées, ces équipes? J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais la clé, ça va être d'éviter de perdre des matchs contre des équipes que, entre guillemets, je dis prenables. C'est là-dessus que c'est sur ce point-là que je vais regarder. Cela dit, on va parler un peu plus tard d'autres choses, notamment sur des équipes qui sont plus en difficulté que le RB Leipzig. Alors, on pourra y revenir. On va parler un petit peu du Bayern, mais pas de sa domination au classement, quoique on voit qu'il y a encore des éléments perfectibles et Leverkusen s'est quand même rapproché à 6 points avant la pause internationale. Donc, selon moi, la course n'est pas encore tout à fait terminée. C'est à suivre. Et en plus, ça fait 2 matchs consécutifs que le Bayern offre des performances mi-figue, mi-raisin. Et ce sont encore les mêmes lacunes qui reviennent. Mais ce n'est pas de ça dont je veux parler parce que Manuel Neuer s'est blessé récemment et il a fallu le remplacer comme gardien. Et c'est un jeune homme du nom de Jonas Urbig qui est venu le remplacer. Et devant cette performance, voilà qu'on mentionne dans les médias qu'il pourrait devenir le favori à la succession de Manuel Neuer lorsque ce dernier prendra sa retraite au Bayern Munich. Et là, j'ai envie de te poser la question suivante, David. Tu m'as beaucoup parlé d'Alexander Nubel, qui est prêté à Stuttgart et qui est titulaire là-bas, comme étant le successeur
de Manuel Neuer. Mais avec l'arrivée de ce jeune gardien qu'on mentionne comme le futur remplaçant de Neuer, est-ce que cette fois, on a une compétition au sein du Bayern de Munich pour qui va succéder au grand Manuel Neuer, mon cher David? Ou bien si je m'avance un peu trop rapidement parce que certains médias se sont emballés pour un jeune gardien qu'on ne connaît pas, en tout cas personnellement, je le connais peut-être moins que toi ou d'autres qui sont un peu plus proches du club ou de la Bundesliga. Mais en comparaison d'Alexander Nubel, qui semble démontrer qu'il fait ses preuves, notamment avec Stuttgart depuis 2 ou 3 ans, est-ce qu'on ne s'avance pas un peu rapidement ou bien s'il y a une vraie compétition pour la succession de Manuel Neuer? Je crois qu'il va y avoir une vraie compétition parce qu'au Bayern, on est quand même. Alors, on peut être très famille, très bras sur l'épaule, comme Uli Hoeneß a fait avec Franck Ribéry. On se souvient bien sûr de cet exemple célèbre où Ribéry finit par considérer Uli Hoeneß comme un père. Mais on est quand même aussi dans la performance et on ne fait pas trop de cadeaux malgré tout. Et donc, si Alexander Nubel ne convainc pas complètement, il convainc largement, mais pas complètement malgré tout. Il y a quand même des bourdes, il y a quand même des petites choses. Il n'a pas crevé l'écran, Alexander Nubel. Mais il garde, ou en tout cas, il a retrouvé une forte confiance en lui quand même. Ses déclarations récentes prouvent qu'il veut y arriver à être le numéro 1 au Bayern. En tout cas, c'est son objectif déclaré, officiel. Mais ça sous-entend aussi que c'est pas joué, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que les Bavarois aiment bien prévoir plusieurs années à l'avance leur politique. Là, on évoque Florian Wirtz en 2026. On sait que ça sera compliqué, mais ça fait partie des objectifs et on travaille en ce sens. On a fait pareil avec Alexander Nubel et d'autres encore par le passé. Sauf que c'est une équation à 3 bandes, c'est-à-dire qu'il y a Alexander Nubel qui est prévu, mais Urbi remplace Neuer. C'était complètement inattendu parce qu'au départ, il devait arriver plus tard, Jonas Urbi, peut-être l'été prochain. Et finalement, il est bon, il répond en présent. Sven Ulreich a été un peu à l'écart pour des raisons personnelles et donc il n'a pas, comme il le faisait par le passé, été celui qui est la doublure, la première doublure de Manuel Neuer. Et le gardien international israélien Daniel Peretz n'a pas été en mesure non plus de jouer au moment où il y en avait besoin tout de suite. Donc Urbich a dépanné, il a été bon, il a fait une bourde récemment, enfin il a échappé un ballon finalement qui a fait un but contre le Bayern qui a coûté des points, mais malgré ça, et les gardiens ne sont jamais à l'abri de cela quel que soit leur niveau, malgré ça il a marqué des points. Donc oui, il va y avoir une compétition inexorablement entre Daniel Peretz qui est bien là, Jonas Urbich, la jeunesse qui déboule, et Alexander Nubel qui est installé sans être un sénateur, sans être sur son trône. Il va revenir, oui, il le souhaite, oui, le Bayern l'attend, oui, mais d'ici là, des choses vont évoluer. La hiérarchie au quotidien, l'entraînement, etc., peut peut-être jouer aussi en fonction d'Urbich qui a l'énergie, le talent, les qualités. C'est pas encore l'envergure de Neuer, mais au moment où ce dernier arrêtera sa carrière, est-ce que ça ne sera pas l'heure déjà de Jonas Urbich? Je pose la question, je n'ai pas de réponse. Pour Nubel, c'est peut-être un peu plus compliqué que prévu, même s'il reste le favori malgré tout. Ça sera un autre dossier à suivre, mais je trouve ça bien, moi, qu'il y ait une forme de compétition, parce que là, tout semblait comme si la voie était pavée devant lui pour Alexander Nubel. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Euh, Ça semblait être lui, le successeur tout désigné. Et là arrive un jeune qui vient rebrasser les cartes. Alors, c'est quelque chose d'intéressant. Et ça met en lumière un élément que tu mentionnes souvent dans le cas du Bayern. Oui, on est une famille, mais il faut performer. Sinon, ben, peut-être que tu ne ferais plus partie de la famille. Enfin, ça va être intéressant à suivre. Cela dit, j'ai l'impression que Stuttgart aimerait bien que le jeune, selon moi, devienne le successeur. Comme ça, eux se disent, on va garder Nubel, parce que nous, on le considère comme étant quelqu'un de bon. Et c'est un entraîneur qui est un ancien du Bayern quand même, puisque tu parles de la famille, c'est quand même Sébastien Hoeneß. Alors, tout est dans tout. Donc, j'ose croire que l'histoire fera des gens heureux à la toute fin. Je reviens encore avec le Borussia Dortmund, David, mais parce que rien ne va plus. Au cours du dernier mois, Niko Kovac a sorti le fouet, pour reprendre l'expression, parce que là, écoute,
On a eu 2 joueurs, Julian Brandt et Bino Gittens, qui ont été suspendus à l'interne parce qu'ils s'étaient battus pendant un entraînement. Sébastien Kell, qui serait sur le départ en tant que directeur sportif. Et là, on parle qu'il y aurait au moins 13 joueurs qui quitteraient l'équipe pendant l'entre-saison, comme si on en avait marre de les avoir avec nous et puis qu'ils déçoivent. Est-ce qu'il reste encore quelque chose à sauver chez les jaunes et noirs pour espérer ne serait-ce qu'une place européenne? Puisque là, maintenant, je pense qu'on peut le dire, on oublie le top 4 là, dans le cas du Borussia Dortmund. Alors, avec tout ce qui se passe et ces espèces de lutte à l'interne, au moment où Niko Kovac est arrivé en poste, et là, il doit être obligé de faire un peu, de jouer un peu au pompier de service, voilà. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver? Je sais que c'est une des questions sur lesquelles on t'a beaucoup sollicité dans les autres médias. Avec le recul maintenant, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton analyse un peu plus poussée de toute cette affaire-là et de tout ce micmac, comme on dit chez vous, au sein du Borussia Dortmund? Bah, il y a beaucoup de fausses notes à tous les étages, on en a déjà parlé. Une direction qui a du mal à se hiérarchiser. Hans-Joachim Watzke, qui reste le grand patron et l'un des grands patrons du football en Allemagne, prend du recul, mais il est toujours là. Lars Ricken, qui prend la suite, n'est pas encore le patron indiscutable. Derrière, ça se tire dessus, de manière figurée, bien sûr. C'est Sven Mislintat, le recruteur vedette du football allemand, qui est parti finalement. Sébastien Kehl, on l'a cru renforcé par ce départ, et finalement, il ne fait pas l'unanimité non plus. Niko Kovac n'est pas forcément l'entraîneur le plus performant pour installer une identité de jeu forte. Je veux dire, dans le jeu, dans le maniement du ballon, dans la circulation du ballon, c'est pas forcément l'entraîneur le plus fort, quoi qu'il ait réussi de belles choses malgré tout, notamment à Francfort, mais il y a meilleur technicien que lui dans ce domaine. Et je pense que... C'était la question que j'avais posée la dernière fois qu'on s'était parlé quand ouais, on a évoqué le changement d'entraîneur. Moi-même, je n'étais pas certain que Niko Kovac était l'homme de la situation pour espérer relancer cette formation qui a de bons éléments, mais qui oui, ne semble pas s'harmoniser entre eux. Alors que pourtant, la majorité était là l'an dernier et avait trouvé une façon de s'harmoniser. ouais, mais la hiérarchie dans l'équipe est pas forcément très fiable non plus, puisque Julian Brandt, qu'on pousse, et pas forcément une personnalité comme Sébastien Kehl, justement, capable de rameuter tout le monde sur le terrain. Il est plus il est plus dans l'évitement, il est plus dans le jeu, comme un torero un peu. C'est pas un taureau, Julian Brandt, et autour de lui, il y a personne non plus. Sabitzer me semble trop effacé. Il y a des désaccords sur la tactique. Il y a plein de choses comme ça qui s'agrègent, qui s'accumulent. Et Dortmund aujourd'hui, tu l'as dit froidement et avec raison. Dortmund aujourd'hui, s'il réussit une belle série, ce qui n'a pas été le cas cette saison du tout, s'il réussit une belle série vers la fin du championnat, peut remonter quelques places, peut évidemment prétendre son bagage, peut prétendre à une place européenne, mais pour aller dans les 4, ça va être infernal parce qu'il y a des équipes qui sont arrivées là, Francfort, Mayence, qui ont absolument pas envie de céder quoi que ce soit en chemin. Il va y avoir des accidents, mais ils vont marquer aussi des points. Les deux de devant sont intouchables. Le RB Leipzig a un peu le couteau entre les dents. Fribourg, par exemple, même Mönchengladbach sont des équipes qui commencent à se dire oh, il y a quelque chose de sympa à aller chercher en fin de saison. Donc Dortmund ne dépassera pas tous les clubs que je viens de citer. Ça va être compliqué. Alors il y a quelque chose, bien sûr, qui peut être un peu miraculeux quand même, parce que là, on n'est pas favori du tout contre le FC Barcelone. Vous me voyez venir en Ligue des Champions. Il y a quelque chose qui peut être un peu miraculeux quand même. Ce serait d'éliminer le Barça d'Hansi Flick. Alors là, évidemment, Niko Kovac gagnerait 100 points d'expérience d'un coup et les joueurs seraient portés par une euphorie. Ils seraient incontrôlables, quoi. Mais c'est la Ligue des Champions. On est éliminé par ailleurs. Dans le championnat, on est à la traîne. Et je ne crois pas que Dortmund soit le genre de club à tout miser sur une hypothétique victoire en Ligue des Champions qui reste encore malgré tout lointaine. Hein, on est en quart de finale. C'est quand même la belle éclaircie de la saison, mais ça veut dire en creux que les joueurs sont capables de faire de belles choses en Ligue des Champions. Ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment d'esprit de corps en championnat, il n'y a pas un collectif qui sublime les individus en championnat.
En Ligue des Champions, les individus peuvent faire des coups, Karim Adeyemi peut faire des coups, Schlotterbeck peut être brillant en défense, Gregor Kobel peut réussir un match de dingue. Maintenant, on est dans le match aller-retour. Donc là, ces joueurs-là sont capables, ils ont la carrure pour le faire. Mais en championnat, il n'y a pas eu l'alchimie cette saison. Le changement d'entraîneur, on était sceptiques, toi et moi, n'a pas apporté ce qu'on attendait. Ben voilà, qui nous démente maintenant sur les semaines qui restent, mais j'ai du mal à y croire. J'avoue que j'ai du mal à y croire aussi. Imaginez, là, au moment où on se parle, en cette pause internationale, Dortmund est passé de la 9e place à la 11e place. 2 défaites consécutives et 3 défaites lors de leurs 5 derniers matchs a fait qu'ils ont à nouveau sombré au classement. Une chance que Kobel est leur gardien de but parce que Dortmund a un différentiel positif à la 11e position, ce qui est quand même assez exceptionnel pour être noté. Et je note que pendant ce temps-là, tu as Mayence, qui était régulièrement au fond du trou pendant des années. Et là, cette saison, Mayence, c'est une des équipes. Il va falloir qu'on en reparle éventuellement. Mais Mayence est 3e au classement. Ils sont sur une bonne séquence. 4 victoires et 1 match nul lors de leurs 5 derniers matchs. Ils sont admirablement dirigés. On a parlé tantôt de Jonathan Burkhardt avec l'équipe nationale. Il est rendu maintenant un buteur, un joueur à considérer avec tout le sérieux du monde. Et ça semble être une équipe qui s'est trouvée une identité qui leur permet justement de maximiser ce dont ils sont capables enfin. Et je ne vois pas comment cette équipe-là, elle va peut-être tomber au classement hors du top 4, mais je vois mal comment Mayence pourrait s'effondrer. C'est une des meilleures défenses de la Bundesliga cette saison. Et ils ont leur part de but aussi. Ils ont un différentiel de plus 16. Je ne vois pas comment cette équipe-là, qui connaît de fortes seconde moitié de saison en général, s'effondre à ce point. Peut-être que Leipzig va les rattraper. Mais j'ai l'impression que Mayence va avoir une place européenne à la fin de la saison. J'en mettrai ma main au feu. Pour conclure l'émission, David, justement, parlons de ces équipes surprises. On a déjà parlé de Mönchengladbach qui connaît une saison assez intéressante et qui est 7e au classement contre toute attente. Même moi, j'aurais jamais cru que cette équipe-là aboutirait aussi haut au classement. C'est fou comment l'acquisition de Tim Kleindienst comme attaquant de pointe dans cette équipe a changé la configuration de cette équipe et même sa destinée. Et comment Gerardo Sohan, là, il peut respirer plus calmement à son poste. Mais il y a une autre équipe qui l'an dernier, on avait aussi qualifié d'un peu en vide d'identité et qu'on ne s'attendait pas à avoir progressé cette saison. Mais c'est l'équipe juste derrière au classement. Wolfsburg en 8e place. Alors, Wolfsburg, c'est le dernier endroit en Allemagne où j'aimerais aller, personnellement. Mais voilà, Wolfsburg est 8e. Ils sont dirigés par Alf Hassan Ottl. Semble avoir retrouvé un peu une partie de ce qui faisait leur identité d'autrefois, c'est-à-dire une équipe très physique. Et là, ils sont 8e au classement avec un différentiel de plus 9. Comment on explique alors qu'il n'y a pas eu de grands changements dans leur effectif de leur côté, contrairement à l'arrivée de Kleindienst à Mönchengladbach? Comment on explique rapidement, David, que Wolfsburg connaît une bien meilleure saison cette année que l'an dernier, avec à peu près la même formation? C'est vrai qu'il y a un paradoxe, parce qu'on aurait pu prendre les mêmes arguments que ceux que je vais utiliser là pour dire le contraire. C'est-à-dire que j'ai souvenir, il n'y a pas très longtemps, de dire, cette équipe de Wolfsburg, il n'y a pas un Cador qui emporte un collectif derrière lui. Ça a existé, ça, dans l'histoire du football. Un Cador avec un très bon lieutenant, par exemple, et derrière, le collectif, l'équipe suit, la troupe suit, et on réussit de grandes choses. Les dernières saisons, c'était un Wolfsburg, certes avec une assise financière, qui se fragilise parce que Volkswagen rationalise un peu ses activités, le grand constructeur automobile, mais bon, il y a quand même cette assise et c'est un club, financièrement, c'est un club de Bundesliga 1, il n'y a pas de doute là-dessus. Wolfsburg serait une incongruité bien plus grande que le Hertha Berlin en 2e division. Donc ça, là-dessus, il y a une surface. Derrière, sur les joueurs, bon, on serait incapable, là, si on est suiveur du championnat d'Espagne, d'Italie, la Première Ligue, même la Ligue 1, on serait incapable de citer plus de 4 joueurs de Wolfsburg aujourd'hui. Si on essaie de revenir un peu dans le passé, les vedettes du passé à Wolfsburg, c'est qui? C'est l'équipe du titre, il y a plus de 15 ans maintenant.
ça, c'est l'équipe du titre, avec Grafitch, avec Djeko, avec Mizimovic. Bon, d'accord, très bien. Et puis, depuis, il y a eu quelques très bons joueurs. On pense notamment au gardien Benalio, le Suisse. On pense à quelques bons défenseurs. On pense à Jonas Wind, l'attaquant qui a une certaine carrure. Mais après tout, il n'y a pas forcément de noms comme ça qui viennent. Et là, donc c'est un argument pour dire, ouais, ok, c'est une équipe moyenne bonne. Cette année, c'est un peu pareil. On a du mal à citer un joueur qui serait dans toutes les bouches. On a du mal à dire que l'entraîneur a réussi des miracles dans sa carrière, etc. On se demande même s'il va rester, Ralph Hasenhüttl. C'est une des questions récentes là, dans la presse concernant Wolfsburg. Et puis, ça peut se retourner en fait en force parce qu'on a l'impression que cette équipe, il n'y a pas de vedette, il n'y a pas de joueur qui tire la couverture à soi. C'est un reproche quand même qu'on a fait à Wolfsburg sur les saisons récentes passées. Et là, on n'a pas du tout ce sentiment-là. Donc, est-ce que c'est une réussite de l'entraîneur? Est-ce que c'est les joueurs qui ont acquis un peu d'expérience et qui ont pris un peu du plomb dans la cervelle, comme on dit? Peut-être, peut-être. Alors après, on garde raison quand même. On fait un petit focus là sur Wolfsburg. Ils ne seront pas dans les 5 premiers, sauf concours de circonstances improbables. Mais l'an Donc, dernier, à un moment donné, ils étaient en danger d'être c'est relégables. vrai. Là, Ah je oui, pense que maintenant, ils peuvent respirer un peu quand même. Et tout à fait. ils sont devant Dortmund au classement, ce qui en Oui, dit oui, long. oui. Oui, oui, non, mais c'est juste. Non, mais c'est aussi une équipe qui a navigué un petit peu sous les radars. Alors, il y a quand même un joueur qui me revient là parce qu'il a réussi quelques coups d'éclat. Il a pris une envergure qu'il n'avait pas en 2023-2024. C'est Amoura, bien sûr. Amoura, c'est un joueur qui apporte du talent, qui apporte de la qualité dans cette équipe. Oui, celui-là, on peut peut-être le sortir un petit peu du lot. Mais j'ai pas la sensation que ça soit un ego surdimensionné, enfin en tout cas pour le moment. Et pour l'instant, cette équipe, oui, je suis assez d'accord avec toi. C'est une bonne surprise. On est dans le moyen bon et Wolfsburg revient quelque part finalement au niveau qui correspondrait encore une fois à sa structure, à sa solidité, à sa surface financière. Une équipe qui peut jouer ouais, qui peut jouer entre la 6e et la 10e place. On va dire ça à peu près aujourd'hui. Plus, je serais surpris. On verra bien. En tout cas, c'est peut-être une des meilleures performances du club depuis que c'était Oliver Glasner qui était l'entraîneur et qui les avait qualifiés pour une place européenne et qui avait instauré une identité assez perceptible. Je me rappelle très bien, c'était très dur physiquement, les phases arrêtées, c'était très maîtrisé et on défendait vraiment en grattant chaque pouce face à ce qui fait que les adversaires avaient beaucoup de difficultés. Et quand on regarde où est rendu aujourd'hui Oliver Glasner, qui est en Angleterre, bien maintenant, on comprend pourquoi cet entraîneur-là a connu une belle progression. Et je pense que Wolfsburg, une fois que ce dernier est parti, ils ont connu, ça a été le début d'une période plus difficile, comme quoi Glasner leur manquait, j'ai l'impression. Mais là, avec Hassan Hotel, on semble avoir trouvé peut-être un certain retour à une certaine identité identifiable. En tout cas, ils ont une trajectoire parallèle à Mönchengladbach. C'est ça qui est fascinant. Ces deux équipes-là, je ne les voyais pas, moi, au-delà du ventre mou. Et là, on est 7e, 8e, et on a un différentiel positif. Alors, ces équipes-là ont comme un peu déjoué les pronostics, je crois, en Oui, début et de puis là, saison elles sont toutes par les deux leur dans la course à performance. l'Europe, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Et là, maintenant, même d'ici la fin de la saison, les adversaires qui vont les affronter, ces deux équipes-là, faut qu'ils les prennent au sérieux quand même. Ça ne sera pas des points donnés. Ça sera pas des points donnés facilement. Alors qu'à une certaine époque, tu jouais contre eux, tu te disais les chances d'avoir les 3 points étaient beaucoup plus faciles. Et là, finalement, ben, cette année, on voit, et c'est peut-être aussi une des choses fascinantes avec la Bundesliga, c'est qu'il faut arrêter de prendre les choses pour acquises en fonction des résultats. Parce que Oui, la saison suivante, il y a toujours des surprises. On aura probablement l'occasion de revenir sur Mayence, entre autres, d'ici la fin de la saison. Parce que moi, franchement, ce que Mayence fait cette année, c'est tout bonnement exceptionnel. Je connais absolument. certaines équipes là, qui doivent se dire, mais comment ils y arrivent alors que nous, on essaie plein de choses et rien qui fonctionne. Enfin, on aura toujours l'occasion d'en parler. Et lors de notre prochain rendez-vous, David,
on sera pas loin de la fin de la saison. Ça va nous permettre de mettre la table, justement, sur cette course de fin de saison pour notre prochain épisode vers la fin avril. Et je propose qu'on se retrouve là avant, bien entendu, de faire la finale au mois de mai pour faire le bilan. Donc, mettre la table et donc pour voir exactement qu'est-ce qui va nous mettre en appétit dans cette course de fin de saison qui, selon moi, s'annonce assez excitante. Absolument. Alors, c'est avec plaisir qu'on se retrouve au mois d'avril, mon cher David, pour justement là, nous mettre en appétit et mettre en appétit notre public. Ouais, beaucoup d'équipes concernées. Un écart de points très faible. Le leader est parti devant avec le Bayer Leverkusen dans son sillage, on le sait. Beaucoup d'équipes rassemblées en quelques points. On aurait pu signaler Augsbourg, on peut signaler le Werder qui est pas si loin non plus. Stuttgart aussi qui est dans ce peloton-là. Et puis on gardera un œil aussi, parce que je sais que ça te tient aussi toi à cœur, on gardera un œil aussi sur le peloton en bas du classement, parce que là, on a vu encore que tout le monde était vivant, qu'il y avait des réactions, qu'il y avait des points marqués. Borum avec Eking, Kiel aussi fonctionne en courant alternatif, mais parfois réussit de très belles choses. Donc il y a beaucoup d'équipes qui peuvent être intéressantes dans les prochaines journées en avril et en mai. Ah ben moi, tout me tient à cœur lorsqu'on parle du football allemand de façon générale et je veux pas négliger les petits clubs au détriment des gros, parce que les gros, on a toujours l'occasion d'en parler, mais les petits un peu moins. Et je pense que notre balado, notre podcast, c'est une opportunité justement de parler un peu de ces équipes-là et qui permet aussi de parler de toi, de ce qui te tient à cœur aussi, David, au-delà de ton côté supporter du Bayern, si je peux me permettre cette blague, c'est ton affection pour l'aspect un peu, je dirais pas folklorique, mais l'aspect patrimonial du Oui, foot allemand. absolument. Et t'aimes bien soulever aussi, bon, je sais qu'on a souvent parlé d'Hambourg, je sais que ça nous fait sourire. Peut-être que quand Hambourg va revenir, on pourra à ce moment-là en parler plus. Mais on aime bien mentionner par moment les clubs dans les divisions inférieures quand on en a l'opportunité, parce que ces clubs ont aussi une histoire très lointaine et il y en a certaines qui aspirent à revenir justement au plus haut niveau, c'est-à-dire la première division. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui te tient à cœur aussi. Donc, toi et moi, on se rejoint là-dessus. Alors, voilà, on se retrouve dans un mois. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, cher public, voilà, j'allais dire téléspectateurs, c'est pas le bon terme, cher public, que notre podcast Balado est bien entendu disponible sur YouTube, mais vous pouvez nous écouter en audio sur toutes les plateformes, que ce soit Podcast Addict, Deezer, iTunes, Spotify, et bien entendu via le compte du Cannes Football Club Plus, que je remercie d'héberger. En fait, que je remercie pour héberger notre balado et notre programme depuis 5 ans et plus. Alors voilà. Et on se retrouve donc avec grand plaisir d'ici un mois, au mois d'avril, et ça ne sera pas un poisson d'avril. Je sais que ça sera passé, bien sûr. Je peux vous le garantir. Merci encore une fois infiniment, David, pour tes analyses et tes observations. On se retrouve donc dans un mois. D'ici là, portez-vous bien. Ici Mathieu Lemay, en mon nom et celui de David. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup.